A commencé en novembre 2013, au cours de cette étape de 3 jours aussi de réflexion, on a organisé un séminaire intitulé « Quelle alternative pour les pays maghrébins ?» Mais au final, l'espace a été étendu et en fait la réflexion a porté sur l'Afrique du Nord, grâce à la participation de nos amis égyptiens qui, à la dernière minute, ont tenu à nous accompagner dans cette réflexion. Et au total, au cours de ces journées, on a eu présent 3 pays qui ont connu des mouvements sociaux et des révoltes populaires, l'Égypte, la Libye et la Tunisie. Les 3 posent la même question: quelle alternative de développement dans nos pays? Parce que tous ces pays considèrent que les révoltes populaires qui ont connu un pic et qui ont culminé à 2 reprises, une première reprise en 2008, sans que ces révoltes soient amplifiées et généralisées à tout le territoire, et qui ont culminé une deuxième fois entre 17 décembre 2010 et 14 janvier 2011, et qui ont connu une généralisation, une amplification qui a fini par le départ des anciens dictateurs. Donc, au cours de la première étape, on a voulu affirmer la dimension maghrébine. Au cours de cette deuxième étape, on a voulu affirmer la dimension société civile. C'est pour cela que cette manifestation de 3 journées est organisée avec le Forum tunisien, mais aussi avec les principales composantes de la société civile, parce que nous considérons que la société civile doit élaborer une position indépendante concernant cette problématique générale de recherche d'un modèle alternatif, et parce que nous considérons que la société civile, en élaborant une position indépendante, peut mieux contribuer à alimenter la réflexion et le débat national dans le pays. C'est pour cela que cette deuxième étape, ce n'est pas par hasard qu'elle intervient à un moment crucial qui est caractérisé par le démarrage d'un débat national, fut-il tronqué et incomplet autour de ces problématiques. Et au cours de cette deuxième étape, nous avons voulu associer à nos réflexions nos amis qui sont connus pour être préoccupés et continuent à être préoccupés par tout ce qui est problème relatif au développement économique, que ce soit à un niveau national chez eux, ou bien au niveau maghrébin, ou bien au niveau international. Je les remercie une autre fois. Pour ma part, dans cette contribution rapide, et on s'excuse pour le décalage horaire qui fait que le temps est devenu limité pour nous, donc nous allons essayer de nous contenter d'une intervention qui ne doit pas dépasser environ 20 minutes, sans compter ce que je viens de dire. Parce que c'est bon, donc je vais un peu cibler une dimension de problème qui consiste à analyser le diagnostic du modèle actuel et qui nous a amené à envisager une alternative à ce modèle. Parce que comme en médecine, si on veut apporter des remèdes, il faut faire un bon diagnostic. Donc, nous sommes appelés tous à réfléchir sur un diagnostic rigoureux, objectif, parce qu'à partir du diagnostic, les contours du modèle alternatif, voire même le contenu de ce modèle alternatif, vont être directement et indirectement précisés. Pour ma part, je ne vais pas, comme j'ai dit, me
m'attarder beaucoup, parce que c'est ce que je viens de dire a été publié en arabe et en français, donc la documentation est disponible. Mais je rappelle rapidement que personnellement, je fais 5 reproches au modèle actuel, et je considère que ces reproches ont été directement et indirectement à l'origine de l'émergence et l'amplification de beaucoup de problèmes qui ont été au départ et la cause principale des révoltes qui se sont amplifiées en Tunisie depuis le début de ce siècle, en connaissant des flux et des reflux, mais les flux ont été importants à deux moments, comme je l'ai dit, 2010-2011. Première observation concernant le modèle actuel, c'est qu'il a accordé la priorité à la croissance aux dépens du développement économique global, durable et équitable. Et cette croissance, en plus, a changé de nature, puisqu'elle est de plus en plus tirée par les exportations. Mais malgré justement cet objectif qui consiste à accélérer le rythme de croissance, lequel objectif a bénéficié des conditions jugées par les institutions internationales libérales très favorables, à savoir les perspectives d'un marché plus large à travers le partenariat avec l'Union européenne, les perspectives d'une attractivité plus prononcée qui se traduit effectivement par l'accroissement des flux des IDE. Malgré ces conditions plus favorables du temps pour la croissance, il faut remarquer que la croissance en Tunisie, malgré ces facteurs favorables, a plafonné à 4-5% au cours de la moyenne et longue durée et n'a pas pu dépasser ce seuil. Pourquoi? Parce que, en fait, la question du développement n'a pas été prise en charge du fait que, et de ce fait plutôt, les obstacles et les failles structurelles et les déséquilibres structurels ont perduré et ont empêché de connaître un autre seuil de croissance. Sans parler le contenu sectoriel de croissance, sans parler de la répartition des fruits de la croissance et ainsi de suite. Mais de toute façon, la plupart des projections considèrent que pour juste résoudre le problème de la main-d'œuvre, de l'emploi additionnel, de la demande additionnelle de l'emploi, il nous faut au moins un taux de croissance à moyen terme de 7%, nécessitant un taux d'investissement au moins de 30%. Or, pendant la phase de transition libérale, dans lequel s'inscrit le modèle actuel et qui continue d'être adopté jusqu'à aujourd'hui, le taux d'investissement n'a pas pu dépasser en moyenne 25% dans les meilleurs cas au cours de la moyenne période. Sachant que ce taux n'est pas impossible à réaliser, puisque justement au début des années 80, l'économie tunisienne a réalisé des taux d'investissement autour de 30%. Donc, si on veut dessiner un modèle alternatif, il va falloir donner la priorité au développement, tout en cherchant à réaliser le taux de croissance le plus élevé possible. Mais sans agir sur les structures pour favoriser ce rythme de croissance plus élevé et les vains de pouvoir résoudre les problématiques que nous connaissons actuellement, à leur tête l'emploi, les déséquilibres régionaux, le déséquilibre social, etc. Deuxième reproche, pour aller rapidement, le modèle actuel a accordé la priorité pour l'essentiel aux équilibres financiers macroéconomiques aux dépens des équilibres réels. Quand on parle des équilibres financiers macroéconomiques, c'est-à-dire qu'il a cherché à réduire le déficit budgétaire, il a cherché à réduire le déficit de la balance courante et de la balance de paiement,
il a cherché à réduire le taux d'endettement public et le taux d'endettement extérieur, il a cherché à réduire le taux d'inflation, etc. Parce que, d'après la conception libérale, l'assainissement du cadre macroéconomique est automatiquement favorable à l'accélération de la croissance. Or, comme je l'ai dit, la croissance a été stabilisée autour d'un seuil qu'on n'a pas arrivé à dépasser tout en favorisant la montée du chômage, l'expansion de la précarité, l'accroissement des équilibres sociaux et régionaux, la dégradation des services publics, etc. C'est pour cela qu'un modèle alternatif doit veiller à assurer un équilibre entre l'assainissement du cadre macroéconomique et aussi la résolution des problèmes des équilibres réels, c'est-à-dire la lutte contre le chômage, le déséquilibre régional, social, etc. Troisième point. Ce modèle actuel a accordé une priorité à l'insertion internationale au dépend de l'intégration nationale, intégration territoriale et sectorielle, et au dépend de l'intégration régionale, qui est devenue, pour tous les pays du Maghreb en particulier, un problème de développement rond, malgré justement, en fait, la question du Sahara, mais aussi les classes politiques considèrent de plus en plus que, d'un point de vue économique, la recherche d'insertion internationale est devenue une priorité et elle s'est faite au dépend de l'intégration régionale. Cette priorité accordée à l'insertion internationale a été à la base de l'accroissement des inégalités régionales. Parce que, comme j'ai dit, on a sacrifié l'intégration nationale. Comme j'ai dit, l'intégration, c'est au niveau territorial et au niveau sectoriel. Mais aussi, cette insertion internationale a contribué à figer le système productif tunisien dans une division internationale du travail basée quasi exclusivement sur l'exploitation des avantages comparatifs statiques. C'est-à-dire que la croissance obtenue a été obtenue grâce à l'extension du tissu productif sur la base de la prolifération de même type d'activités, à savoir des activités qui exploitent les ressources naturelles, donc avantages comparatifs statiques, que ce soit le phosphate et ses dérivés, que ce soit le soleil, les plages avec le tourisme, et à exploiter une main-d'œuvre abondante, non qualifiée pour l'essentiel et mal rémunérée, que ce soit dans la confection et le textile, dans les cuirs et chaussures, dans les industries mécaniques et électriques, dans les agroalimentaires, etc. Toute activité confondue qui utilise pour l'essentiel de la main-d'œuvre non qualifiée, pour l'essentiel, comme l'indique le taux d'encadrement très bas dans ces secteurs. Mais aussi, cette insertion a débouché sur une divergence entre la dynamique du système productif qui emploie la main-d'œuvre non qualifiée et la dynamique du système éducatif et de formation qui génère un produit de plus en plus titulaire de diplômes universitaires. Ce décalage entre les deux dynamiques du système productif et éducatif n'a pas manqué de peser sur le marché de l'emploi avec le maintien du taux de chômage à un niveau très élevé et parallèlement un accroissement du taux de chômage des diplômés, et n'a pas aussi manqué de mettre en panne le principal ascenseur social, à savoir l'éducation. Enfin, il faut remarquer que dans cette dynamique, les IGE qui ont augmenté au cours de la dernière période
précédent 2010, malgré leur augmentation, ils ont contribué à pervertir cette dynamique, parce qu'ils ont contribué à figer la position de la Tunisie dans cette division internationale traditionnelle, comme la répartition de ces résidueux sectoriellement, qui s'orientent principalement pour la recherche de l'énergie et du gaz, et s'orientent principalement en direction des activités travaillistiques que je viens de citer. Quatrième élément, le modèle actuel a été caractérisé par l'abandon de toute politique sectorielle et de toute politique de redistribution. Au nom de quoi? Au nom d'un principe libéral, le principe de la neutralité de l'État et de politique économique. Parce que cette école libérale considère que le marché, c'est l'institution principale capable de réguler l'activité économique et d'assurer une affectation la plus pertinente de ressources, que ce soit sectoriellement ou territorialement. Mais en plus, ce qui est grave, c'est que le désengagement de l'État au nom de ce principe de neutralité n'a pas été relayé suffisamment par le secteur privé, qui a été appelé à assumer la tâche de la croissance et du développement économique. Comme l'indique le taux d'investissement privé qui n'a pas pu dépasser 14% du PIB, et le taux global d'investissement, comme je l'ai dit, n'a pas pu dépasser 25% public et privé. Et comme l'atteste aussi le caractère qui est resté figé et peu diversifié, malgré la diversification sectorielle, mais toujours dans le cadre d'industrie travaillistique, parce qu'il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a eu une certaine diversification de tissus industriels, mais toujours dans le cadre d'industrie travaillistique. La même chose, le tissu productif est resté de caractère désarticulé, puisque justement la plupart des spécialisations concernent le dernier chaînon, comme dans le textile, c'est plutôt la confection qui faisait l'objet de beaucoup d'investissements et de beaucoup de productions destinées à l'exportation. Désarticulé parce qu'il y a une dichotomie entre offshore et onshore, parce qu'il y a une dichotomie qui devient plus prononcée entre secteur informel et secteur structuré, etc. Donc nous sommes en présence d'un tissu productif désintégré, désarticulé et dichotomique. Enfin, étant donné la fragilité du tissu productif, la politique économique de l'État a été amenée à adopter beaucoup de politiques de dumping pour entretenir une croissance fragile qui n'est pas appuyée sur un système productif solide. Cette politique de dumping a concerné tous les aspects du dumping, pratiquement. A concerné l'aspect social, dumping social, suite à 2 révisions successives du Code de travail 1994 et 1996, visant à introduire davantage de flexibilité, ayant débouché sur davantage de précarité. Dumping commercial, grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle une péréquation des prix, la plupart des activités pratiquent des prix à l'intérieur supérieurs aux prix pratiqués à l'extérieur. On constate ceci dans tous les domaines, y compris le tourisme. Certainement, il y a des gens qui sont allés passer quelques jours dans des hôtels et qui étaient amenés à payer le double de ce que paye un touriste. Certainement, on l'a vu aussi dans les industries textiles. Les gens achètent des produits textiles, fabrication tunisienne, mais à un prix qui dépasse le prix pratiqué en Europe, et ainsi de suite.
Donc les cas sont multiples de ce dumping commercial qui joue sur la péréquation des prix entre le prix intérieur et le prix extérieur. Dumping fiscal, car l'État, pour attirer des investissements directs étrangers, a été amené à accorder des avantages et des privilèges énormes et multiples et coûteux aux investissements directs étrangers, qui s'était traduit par un manque à gagner fiscal pour l'État. Dumping monétaire. Pour acheter un euro en 2001, il fallait un dinar de 1 dinar 100 000 livres. Maintenant, pour acheter un euro, il faut 2 dinars de 100 pratiquement. Donc, ça s'est traduit par une dévalorisation du travail national, puisque justement, avec la même quantité, toutes choses étant égales par ailleurs, la même quantité de devises, on achète davantage de quantité de production nationale. Et même les dumpings a concerné aussi l'environnement, puisque l'important c'est favoriser l'investissement sans égard à la question de l'environnement. Mais il faut dire que cette politique de dumping ne peut pas contribuer. Ce n'est pas une politique. Parce que dans une économie ouverte, les techniques de la péréquation des prix deviennent de plus en plus difficiles. Parce que dans une économie ouverte, le technique d'un glissement des dinars a des effets contradictoires. Il peut inciter les exportations, mais il se traduit aussi par l'accroissement du coût des importations et par alimenter les tensions inflationnistes à l'intérieur. La même chose, le dumping social aussi ne peut pas constituer justement une politique, puisque la flexibilité s'est traduite, comme j'ai dit, par davantage de précarité. Au total, ces politiques de dumping a épuisé tous les acteurs sociaux, a épuisé l'État par le manque à gagner fiscal et qui devient incapable d'arbitrer entre ses dépenses sociales, économiques et sécuritaires par manque de moyens. L'épuisement de l'entreprise, parce que le dumping se fait au dépend de la qualité. Il faut voir la qualité du service dans le secteur touristique en vendant à des prix bas. Ceci, généralement, se fait au dépend de la qualité des services et de la fidélisation des touristes. Ça épuise aussi le système bancaire, parce que ça se traduit par l'accroissement des créances douteuses, qui ont atteint en Tunisie en 1996 37% des crédits accordés par le système bancaire. Évidemment, ce taux a été réduit grâce à des politiques restrictives sur le plan monétaire et qui, justement, causent et pénalisent beaucoup de difficultés pour les entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui constituent pas moins de 85% du tissu économique en Tunisie. Épuisement du citoyen aussi, qui, face à la précarité de l'emploi, face à la précarité de revenus, se trouve confronté à l'accroissement du coût de la vie, surtout dernièrement, depuis 1910, avec le regain justement de la croissance du taux d'inflation. Enfin, ça oblige aussi les collectivités locales, parce qu'en Tunisie, le système fiscal est caractérisé par l'existence d'un impôt local marginal et suppose le soutien de l'État pour beaucoup de services locaux, lequel l'État donc manque de plus en plus des moyens. Enfin, je ne veux pas terminer ce diagnostic rapide sans formuler certaines propositions qui concernent un acteur principal. Dans mes propositions, je cherche à réhabiliter le rôle de l'État. Mais je vais insister que cette réhabilitation ne consiste pas, comme certains voulaient justement le dire, par une réhabilitation de l'ancien État.
la régularisation de l'État doit passer par la réforme de ses rapports à 4 niveaux. Au niveau de ses rapports avec la société, au niveau de ses rapports avec l'économie, au niveau de ses rapports avec l'espace, cher à notre ami Alain, et au niveau de ses rapports avec l'environnement. Avec la société, l'État doit renoncer à sa velléité de dominer la société, doit renoncer à l'équation privilège, avantage économique en contrepartie d'allégeance politique pour la remplacer cette équation par des droits en contrepartie de devoirs dans le cadre de la construction d'un état de droit qui rassure les acteurs économiques et en particulier les investisseurs. Sa première orientation. Deuxième orientation, État et économie, il faut le reformuler, ce rapport, dans deux directions principalement, en réhabilitant les politiques sectorielles, politique industrielle, politique agricole, politique des services, parce que, en fait, les acteurs privés ont besoin d'une meilleure visibilité, ont besoin d'un meilleur appui, vu leur constitution. Parce que pendant 40 ans, le secteur privé tunisien a été constitué à l'ombre de l'État. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas acquis suffisamment de maturité pour justement voler de ses propres ailes. Il faut que l'État oriente, balise, désigne les horizons et appuie par une politique discriminatoire favorisant l'émergence de nouvelles activités à valeur ajoutée plus élevée, à contenu technologique et travail qualifié plus élevé. Ce discours, on le trouve depuis 20 ans dans n'importe quel document du plan, mais implicitement le planificateur et l'État s'attendaient à ce que la logique marchande et le marché orientent spontanément l'activité économique vers des activités à valeur ajoutée plus élevée, à contenu technologique et travail qualifié plus élevé. Mais ce marché ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand on va attendre cette logique marchande, abstraite et virtuelle, à révigorer notre tissu productif et à l'université à le renforcer. La même chose, dans les rapports entre État et économie, on doit rompre avec la vision dichotomique entre État et marché, entre secteur privé, secteur public, et favoriser l'émergence d'un système de coopération entre public et privé basé sur une logique non clientéliste, mais une logique contractuelle. Enfin, il faut aussi que notre tissu productif soit amélioré par des innovations institutionnelles, surtout dans le sens de l'émergence d'une économie sociale et solidaire qui permet de restructurer un peu un secteur informel qui devient source de blocage et de perversion de la compétition avec le secteur structuré. Troisièmement, l'État et l'espace. Depuis 20 ans, on parle de décentralisation, on parle de déconcentration, mais en réalité, le pouvoir central n'a cessé de s'aggraver. Et jusqu'à maintenant, ce pouvoir central est à la commande. Or, il est temps maintenant que l'État se redéploie au niveau de l'espace et céder des attributions et des prérogatives pour favoriser l'émergence d'une démocratie locale capable justement de se prendre en charge et capable de participer activement et réellement au développement de ces échelons locaux et régionaux. Enfin, État et environnement. La Tunisie, de plus en plus, est appelée à faire face à une dégradation inquiétante de son capital naturel, à tous les niveaux. Or, il est temps que l'État arrête des politiques stratégiques
pour assainir et arrêter de détruire ce capital et assainir son utilisation à tous les niveaux, par des politiques concrètes, pas par des discours seulement. Il est temps aussi que l'État songe à développer des énergies renouvelables, à développer des sources de l'eau à partir de la désalinisation de la mer ou bien des eaux usées, en utilisant surtout l'énergie solaire. Parce que ce n'est pas normal que l'Allemagne veut venir en Tunisie faire un projet grandiose d'exploitation d'énergie solaire pour l'exploiter vers l'Europe, alors que nous souffrons d'un déficit énergétique qui actuellement, justement, pose des problèmes épineux, même pour la finance publique. Et vous savez un peu le problème qui se pose en termes de compensation et qui ne voit l'aspect que financier de ce problème de compensation. Il ne voit pas l'aspect relié à la problématique de développement et au choix stratégique. Parce que si on est dans cette situation de déficit énergétique, c'est parce qu'on a favorisé le transport privé aux dépens du transport public, parce qu'on a négligé la recherche dans les énergies renouvelables et parce qu'aussi on a favorisé une conception de l'autonomie alimentaire qui se contente de réaliser un équilibre de la balance commerciale agroalimentaire entre exportation et importation, qui a fini cette conception par nous rendre dépendants en termes de plan de résistance de l'extérieur, alors que l'agriculture tunisienne exporte les composantes du dessert et des odeurs vers l'extérieur, y compris de la fleur pour agrémenter la table justement des consommateurs étrangers. Voilà, messieurs, justement, cette contribution juste pour cadrer un peu les travaux qui vont avoir lieu pour l'essentiel d'une façon approfondie au sein des commissions. Et je vous appelle une autre fois à vous inscrire dans ces commissions qui vont commencer leurs travaux à partir de demain, mais qui vont poursuivre ces travaux parce que nous considérons que la réflexion autour d'un projet alternatif n'est pas l'affaire de 2 semaines ou 3 semaines, demande à être justement approfondie et à être élargie à toutes les composantes de la société civile pour justement finir par présenter un projet qui n'est pas définitif en économie. Il n'y a jamais un projet définitif. Il y a toujours des projets qu'il faut actualiser, adapter, parce que la réalité socio-économique est changeante et mouvante. Et je vous remercie de votre attention. Bon, d'après le programme, donc je vais accorder la parole à notre ami Alain Pietz. Bon, c'est déconnu, c'est l'ami de la Tunisie, c'est pas la première fois qu'il est parmi nous, mais à un moment donné, il a été accaparé par nos amis à Trac. Maintenant, on veut le déposer. Il a dit que sont plus à... Voilà. Merci, Denis. C'est vrai que la première fois que je suis venu, c'était à Sfax. C'était en 1989, et c'est à l'occasion de cette conférence à Sfax